Bonjour mesdames et messieurs, merci Emmanuel, merci Philippe. Cette journée a pour thème, vous le savez bien, le projet de vie à domicile des personnes en état de conscience altérée. On m'a gentiment demandé d'essayer de contribuer modestement à notre réflexion collective en listant un peu, si je puis dire, les différentes modalités possibles de vie à domicile, peut-être d'ailleurs en allant chercher des inspirations auprès d'autres personnes extraordinaires, et comme tu viens de le citer, Emmanuel, notamment les personnes polyhandicapées que j'ai aussi la chance d'accompagner, qui sont elles aussi des personnes extraordinaires. Et donc effectivement, à partir de ces possibilités, voir un petit peu ce qui pourrait être encore enrichi comme palette d'offres pour les personnes en état de conscience altérée qui souhaitent vivre à domicile, qu'il s'agisse d'un domicile familial ou d'un domicile personnel, comme on vient de le voir. Je salue dans l'assistance la présence de Madame Leïla Hassani de la DGCS. C'est une chance pour nous que la Direction générale de la cohésion sociale s'intéresse à nos travaux, parce qu'effectivement, c'est directement sous leur tutelle, si je puis dire, que ces projets peuvent aussi être développés. Alors, simplement pour vous dire, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, que les personnes polyhandicapées, je l'ai dit, sont elles aussi des personnes extraordinaires, elles aussi dans un état de dépendance et de vulnérabilité totale. La différence, c'est que la problématique cérébrale qui est la leur n'est pas une problématique acquise au cours de la vie, mais une problématique survenue dès le début de leur vie, qui les a empêchés de connaître un développement, on va dire, courant, si je puis dire. Et ce sont des personnes qui n'ont ni la parole, ni la station assise, ni le mouvement, qui n'ont la plupart du temps pas non plus la déglutition. La grande majorité de ces personnes sont nourries par gastrostomie, avec des risques de reflux gastro-œsophagien, de fausses routes, de complications respiratoires. Tout ça, vous le savez très bien. Donc on est vraiment dans une situation de très grande vulnérabilité et de très grande dépendance qui, en ceci, nous rapproche des personnes dont nous parlons aujourd'hui, les personnes en état de conscience altérée. La Haute Autorité de Santé a publié, il y a 3 ans, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui s'appellent l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Ça tient en 7 petits tomes qui sont très bien construits. Et d'ailleurs, je me dis qu'on devrait continuer à avoir un dialogue avec la Haute Autorité de Santé par rapport à ce document formidable qui a été distribué là aujourd'hui sur les recommandations d'accompagnement, parce qu'il y a sans doute là aussi peut-être à développer encore les modalités de recommandation des personnes qui vivent en état de conscience altérée. On a vraiment, je répète, beaucoup de similitudes. Une personne polyhandicapée sur 2 présente une épilepsie. Pour la grande partie d'entre elles, cette épilepsie est rebelle. Elle est résistante au traitement. Donc on a vraiment des situations, je répète, de grande vulnérabilité et de grande dépendance. Alors, j'ai classé un petit peu mon listing, si je puis dire, en 2 situations. Le cas de la personne qui souhaite, elle et ses proches, vivre au domicile familial, et le cas de la personne qui souhaite, elle et ses proches, vivre dans un domicile personnel. Je le répète, mon intervention, elle se fait vraiment en toute humilité. J'ai entendu ce matin ce que vous, ici, parents, vous vivez. Je le sais parce que j'ai la possibilité d'accompagner certains d'entre vous. Et effectivement, donc, une approche qui est plus théorique, plus académique, elle peut se heurter aux réalités concrètes que vous vivez au quotidien. D'abord, premier cas de figure, la vie au domicile familial. Alors là, j'ai 2 types de ressources, des ressources, on va dire, plutôt interventionnelles et des ressources plutôt d'accompagnement structuré global. Sur le plan interventionnel, je ne vais pas répéter ce qui a été dit ce matin et encore cet après-midi, c'est-à-dire autour de la vie au domicile familial, la mobilisation des intervenants nécessaires. Alors bien sûr, le médecin traitant, les intervenants libéraux de ville, soignants, le recours éventuel, on en a parlé ce matin, à un hôpital de jour de MPR, 1 fois par semaine par exemple, si tant est que ça soit possible. Je sais, là pour l'instant, je répète, je suis plutôt dans le domaine de la théorie. On a vu ce matin combien ces possibilités finalement se heurtent parfois à des impossibilités dans la vraie vie. Le recours à des prestataires de matériel et à des prestataires pour l'alimentation entérale. On n'a pas parlé du recours aux consultations médico-psychologiques. Vous savez, ce sont les antennes avancées des services de psychiatrie et parfois, ça peut être un bon soutien de l'accompagnement des personnes. Il faut bien dire que les CMP s'intéressent plutôt à la personne malade, si je puis dire, qu'à ses proches. Et c'est donc pas forcément facile d'avoir de leur part un accompagnement pour les aidants ou pour les proches parce qu'ils se disent
j'allais dire à juste titre, tournés vers la personne qui relève de soins psychiatriques. Bien sûr, on peut mobiliser, on l'a dit ce matin, des services de soins infirmiers à domicile. Maintenant, la plupart disposent de places personnes handicapées et non pas seulement de places personnes âgées dépendantes, comme c'était leur historique depuis toujours. On peut mobiliser, on n'a pas arrêté d'en parler, des services d'auxiliaires de vie, dont le nom technique est services d'aide et d'accompagnement à domicile, que l'on finance en général. Avec la PCH, je vais y revenir, puisqu'il y a 3 modalités, mandataire, prestataire ou service de gré à gré. On a cité ce matin les SPASAD. Les SPASAD, c'est à la fois un SIAD et un SAAD, sous la même coordination d'un infirmier ou d'une infirmière. Ça permet d'avoir à la même adresse à la fois la dynamique de soins infirmiers, réalisée par des aides-soignantes, et la dynamique d'accompagnement, réalisée par des auxiliaires de vie. On a parlé ce matin de la possibilité de recourir à un service d'hospitalisation à domicile. Ça peut se faire parfois lors de phases aiguës médicales. Ça peut se faire aussi parfois de façon temporaire lors du retour à domicile à la sortie de l'hôpital. On n'a pas parlé du recours à la télémédecine, mais ça peut être utile que le médecin traitant puisse effectivement se mettre en lien par le système de télémédecine avec des médecins spécialistes, ou que même la personne à son domicile ou ses aidants puissent entrer en lien avec des acteurs hospitaliers pour bénéficier depuis le domicile d'une consultation par l'intermédiaire de la télémédecine. Alors, le SAAD, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez mieux que quiconque, il y a 3 modalités, la modalité prestataire, la modalité mandataire, et puis hors SAAD, si je puis dire, il y a l'emploi direct, comme cela nous a bien été présenté ce matin, de gré à gré d'une personne aidante. Bon, ça vous le savez, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, c'est simplement pour rappel. La PCH aidant familial, vous la connaissez tous bien sûr, puisqu'effectivement, quand un proche décide de se consacrer à l'aide de son proche dépendant, eh bien, il y a quand même une reconnaissance de la société qu'il est la première ligne de la société en soutien par rapport à cette personne dépendante. Et donc, on a la PCH aidant familial, dont les modalités peuvent être différentes selon le parcours et la vie professionnelle précédant la décision par la personne aidante de se consacrer maintenant à la personne aidée. On a aussi la possibilité, vous le savez, de salarier un membre de la famille. Bon, il y a quelques exceptions, mais en général, dans les situations de très grand handicap, il est possible de recourir par l'intermédiaire de la PCH, à une activité salariée pour un membre de la famille. Deuxième système d'accompagnement, un accompagnement plus global, plus structuré, s'inscrivant davantage dans le temps. Toujours dans cette première cas de figure, celui de la vie au domicile familial. Là, j'ai simplement proposé 5 modalités. La première modalité, on en a parlé ce matin, et encore juste dans l'intervention qui a précédé la mienne, c'est celle des services d'accompagnement médico-sociaux, ou d'accompagnement plutôt médico-social pour personnes adultes handicapées, les SAMSA. Les SAMSA, en général, la MDPH définit une orientation vers un accompagnement par un SAMSA pour une durée limitée. Dans mon expérience, c'est souvent 2 à 3 ans, mais dans certaines expériences de personnes qui sont dans des états de très grand handicap chronique, cet accompagnement peut parfois perdurer. Ce d'autant que dans un SAMSA, il y a ce qu'on appelle la file active, c'est-à-dire il y a les personnes qui sont accompagnés dans le vrai chaque semaine, et puis il y a plus globalement tout un contingent de personnes qui restent non perdues de vue et qui sont accompagnables, si je puis dire, à la demande lors d'une réactivation de l'accompagnement en fonction des besoins de la personne. Les DASMO, je vais simplement les lister et passer à la diapo d'après. Les DASMO, c'est spécifique au monde du polyhandicap et pour l'instant spécifique à la région des Hauts-de-France. On a souhaité que se développent des dispositifs d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire. On pourrait dire que ce sont des SAMSA encore un peu plus spécifiques pour des personnes de très grand handicap. Les masses à domicile et les masses externalisées, j'y reviendrai. Et puis, on en a parlé aussi, il y a la possibilité d'accueil de jour, non plus cette fois en structure sanitaire hospitalière pour de l'hospitalisation de jour, mais de l'accueil de jour en structure médico-sociale. La plupart des masses, maintenant, ont développé les trois types d'offres qui sont d'une part de l'accueil permanent, d'autre part de l'accueil temporaire et enfin de l'accueil de jour. Alors les SAMSA, je pense que vous connaissez,
Pour faire très court, un SAMSA, c'est un SAVS médicalisé. Alors, on me dit, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un SAVS? Eh bien, un service d'accompagnement à la vie sociale, comme son nom l'indique, c'est un service qui dispose d'une pluridisciplinarité technico-sociale pour accompagner la personne dans les différents aspects de sa vie quotidienne et sociale. Et un SAMSA apporte à cette pluridisciplinarité une pluridisciplinarité sanitaire, médicale et paramédicale, de façon à accompagner la personne dans les différents aspects de son projet de vie, de façon à l'accompagner dans l'accès aux soins et de façon à mettre en place autour d'elle le réseau de tous les correspondants nécessaires. Les DASMO, spécifiques pour l'instant à la région Hauts-de-France, sont donc des dispositifs qui sont conçus pour un accompagnement, vous le voyez à droite, dans 3 champs, le champ socio-éducatif, le champ médical et d'aide aux soignants et le champ rééducatif et thérapeutique. Les DASMO permettent un accompagnement qui reste limité, puisque le maximum, vous le voyez, c'est 33 heures par mois, ce qui fait en gros 8 heures par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet quand même un accompagnement et là aussi une concertation, coordination de tous les intervenants de ville autour de la personne, de ses aidants, de sa famille, en fonction de ses besoins. Il y a maintenant une nouvelle modalité de réponse qui se développe un peu à la fois, c'est celle des masses à domicile. Alors, on a parlé depuis ce matin, à la fois des masses à domicile et des masses externalisées. Pour l'instant, la différence n'est pas très claire entre les masses à domicile et les masses externalisées. Si je devais me oser à une définition, je dirais que les masses à domicile, c'est essentiellement centré sur la vie au domicile. Les masses externalisées, c'est plutôt la capacité d'offrir par accueil de la personne la palette pluridisciplinaire de la masse. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement pareil. La masse à domicile, nous avons la chance d'en avoir une qui a été créée par l'Association des Papillons Blancs de Lille, je la connais bien, eh bien elle est quand même assez conséquente. Elle propose un accompagnement qui peut être chaque jour de 10 heures par jour, et qui peut être 2 jours par semaine, un accompagnement incluant la nuit. Donc ça permet quand même un bon soutien des aidants familiaux. Au total, vous voyez, 10 heures par jour multiplié par 6, ça fait 60 heures, plus 2 fois 14 heures supplémentaires pour la nuit par semaine éventuellement, ça fait jusqu'à 88 heures par semaine d'accompagnement. C'est relativement conséquent. Cet accompagnement, et notamment les heures de nuit, peuvent être répartis de façon groupée à certains moments de l'année, de façon à permettre de véritables temps d'éloignement, de vacances, de séjours de vacances pour les aidants. Alors, ce n'est pas encore très diffusé, mais je pense que dans notre volonté nationale et internationale, vous savez, de servir l'inclusion des personnes, la vie en milieu dit ordinaire, je pense que c'est une formule qui est appelée à se développer, à laquelle il faut s'accrocher, parce qu'elle peut vraiment rendre des services. La masse externalisée, eh bien, on en a une aussi dans le Nord, au Pré-Tessé, qui est une masse qui, effectivement, offre à la fois un accueil de jour des personnes et à la fois des prestations, si vous me permettez l'expression, au domicile des personnes, des prestations pluridisciplinaires pour accompagner la personne et ses proches. Exemple, un autre exemple, celui de la masse externalisée de Cergy. Il faut simplement lire ce que j'ai souligné. Donc, elle accueille 2 à 3 demi-journées par semaine des personnes adultes très handicapées, de façon à externaliser les savoir-faire, en leur permettant à ces personnes qui viennent à la masse de bénéficier de professionnels spécialisés, de compétences, d'équipements adaptés, etc., etc. Cette masse restant mobilisable 24 heures sur 24 de la part des aidants. C'est quand même un soutien, une sécurité pour les aidants de savoir que s'il se crée un problème, eh bien, ils peuvent appeler la masse. Bien sûr, on peut toujours appeler le SAMU, mais il y a aussi cette possibilité d'appeler la masse 24 heures sur 24. Enfin, il y a un chapitre très important pour cette vie au domicile familial, c'est celui du relais et des répits des aidants. On n'arrête pas, là aussi, à juste titre, d'en parler depuis ce matin. Alors, on peut essayer de les lister. Bien sûr, il peut s'agir d'un accueil de jour en unité pour personnes en état de conscience altéré ou en masse. Encore faut-il que dans la proximité géographique du lieu de vie de la personne, il y ait ces structures pouvant faire espérer un accueil de jour 1 ou 2 fois par semaine, par exemple. On peut envisager des séjours de répit dans de telles unités. On peut aussi, ça existe encore, parce que c'était peut-être les premiers démarrages de séjours de répit, envisager des séjours de répit dans des unités de soins palliatifs. Moi, je connais des services de soins palliatifs qui ont développé des séjours de répit, non pas pour des personnes qui sont en fin de vie, mais pour des personnes qui relèvent d'un registre palliatif permanent et qui sont ainsi accueillies pour une période de 2 ou 3 semaines, 1 ou plusieurs fois dans l'année, de façon à soulager les aidants.
Alors, je reviendrai sur le concept de maison des aidants. Il y a aussi ce concept qui nous vient du Québec de baluchonnage, qui commence tout doucement à se développer en France. Et tout ça s'inscrit dans une stratégie gouvernementale qui maintenant s'est fait jour depuis une dizaine d'années, qui est une stratégie de considération des aidants. En 2020-2022, un premier plan Agir pour les aidants s'est mis en place, pendant lequel a été développée une offre de répit avec la création de 252 lieux d'accueil. Ce sont des plateformes d'aide et de répit des aidants, je vais y revenir. Et cette stratégie nationale pour les aidants vient d'être reconduite à partir de 2023. Donc c'est pour vous dire qu'on a quand même des éléments de dialogue avec les pouvoirs publics, puisqu'effectivement il s'agit, pour faire face à ces charges lourdes au quotidien, de pouvoir également soutenir ceux qui les assument. Alors, par exemple, ces plateformes d'accompagnement et de répit, eh bien, pour prendre l'exemple de la région Hauts-de-France, en 2021, il y a eu un appel à candidature pour création de telles plateformes d'accompagnement et de répit, et 23 porteurs ont été retenus sur l'ensemble des 5 départements de la région Hauts-de-France. Alors ça, c'est la liste des 23 plateformes, je passe. Les missions de ces plateformes de répit pour les personnes handicapées, plutôt pour les aidants des personnes handicapées. Ce sont bien sûr des missions d'information et de conseil, ce sont des missions d'écoute et de soutien individuel, de formation des proches aidants et du couple aidant-aidé, des offres d'activités collectives pour l'écoute et le maintien du lien social, des promotions de l'accès en vacances et des accès au répit. Alors tout ça, ça semble un menu très intéressant, mais ces plateformes offrent effectivement une possibilité qu'on s'oriente vers elles pour avoir des conseils, un accompagnement ou des activités véritables sur place. Dans le cadre de cette dynamique nationale de soutien des aidants, vous le savez sans doute, l'IGAS avait demandé un rapport, enfin plutôt avait été saisi d'une mission portant sur l'évolution du cadre juridique et financier de l'offre de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap notamment. Ce rapport est sorti il n'y a pas très longtemps, 5 mois, en décembre 2022. Il s'appelle « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit ». Parce que ce rapport dit en introduction « Rares sont les aidants qui savent pouvoir bénéficier d'un accompagnement alors qu'ils risquent l'épuisement et l'isolement social ». Qu'est-ce qui est dit dans ce rapport ? Il est d'abord dit qu'effectivement, il y a 250 plateformes d'accompagnement et de répit, comme je viens de vous le dire, mais que ça ne suffit pas encore, qu'il faut développer le relayage, je m'excuse ce néologisme, le relayage à domicile, qu'il faut développer l'accueil temporaire, les séjours en vacances de répit. Les recommandations de ce rapport sont les suivantes: conforter ces plateformes d'accompagnement et de répit, faciliter le développement du répit à domicile, c'est le baluchonnage, adapter l'offre d'accueil temporaire en établissement médico-social, encourager le développement des séjours de vacances de répit et renforcer le financement des solutions de répit sur des financements dédiés aux aidants. Alors le baluchonnage, vous en avez sans doute entendu parler. De quoi il s'agit ? Le baluchonnage, c'est le fait qu'une personne professionnelle formée vienne remplacer pendant un temps donné l'aidant familial à la maison, sans déplacer la personne aidée. C'est-à-dire que la personne arrive avec son baluchon, effectivement, et elle séjourne le temps qui a été convenu, de façon à prendre la place de l'aidant qui ainsi peut se trouver libéré et vaquer à d'autres activités. Donc c'est un service de remplacement temporaire. Il y avait un frein important qui est tout simplement un frein lié au droit du travail, lié à la durée de travail continu. L'objectif est de permettre aux aidants familiaux de se reposer durant plusieurs jours sans avoir recours à un hébergement temporaire pour la personne aidée. Alors actuellement, il y a des développements expérimentaux de ce système de baluchonnage en France. Il est présent en France. Sa mise en place est autorisée dans le cadre d'une expérimentation lancée par la DGCS dans les années 2019-2021 et qui vient d'être reconduite jusqu'en décembre 2023 avec une dérogation donc au droit du travail qui fixe la durée maximale de travail continu. Voilà, donc la loi, cependant, ne prévoit pas de financement spécifique et ça coûte quand même assez cher, un baluchonneur, si je puis dire. Et donc, il faut pouvoir le financer avec, bien sûr, la PCH
éventuellement avec l'AH, mais ce n'est pas fait pour ça, et puis avec les ressources propres que l'on peut avoir. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai aucun lien avec l'association Baluchon France, mais j'ai vu sur Internet qu'il y a justement un colloque organisé par Baluchon France, le baluchonnage, une offre de répit spécifique d'intérêt public, qui a lieu vendredi 12 mai 2023, c'est-à-dire la semaine prochaine, au Palais du Luxembourg. Je vous le signale, mais je n'ai pas de lien particulier. Deuxième cas de figure, la vie au domicile personnel. Alors la vie au domicile personnel, on en a vu des expériences encore juste à l'instant, particulièrement convaincantes. La vie au domicile personnel, ça peut être d'abord dans un domicile individuel. Ça existe. Moi, j'ai connu une jeune femme qui avait été victime d'un très grave accident de la route et qui, après tout son parcours hospitalier, avait été installée chez elle dans un appartement à proximité de celui de ses parents, mais pas celui de ses parents. C'était d'ailleurs pas le même immeuble, c'était dans la même rue, mais c'était simplement voisin. Et cette jeune femme vivait donc chez elle avec la présence permanente d'auxiliaires de vie qui étaient même présentes 26 heures sur 24 puisqu'il y avait des moments où elles devaient être deux en même temps. C'était possible parce qu'il y avait un financement par une assurance. Sinon, évidemment, la vie au domicile personnel, vous le savez, en ce moment, c'est effectivement soutenu par toute la démarche de l'habitat inclusif. La communication précédente en a parlé. Depuis 2019, on avait parlé du forfait habitat inclusif pour permettre une animation de ces personnes, enfin une animation de la colocation de ces personnes qui décident de vivre ensemble et de mettre en commun, par exemple, leur PCH pour financer des ressources communes, enfin des aides communes. Et puis le rapport Pifto-Wolfrom en 2020 a renforcé évidemment cette volonté nationale de développer l'habitat inclusif, avec en particulier, et ça a déjà été cité, le dispositif d'aide à la vie partagée. Il s'agit, comme cela vient d'être très bien expliqué, d'habitat non médicalisés qui reposent sur le recours à des services tiers et qui sont basés sur une mutualisation des aides et des allocations des habitants. Il y a en particulier une mutualisation de la PCH ou de l'allocation personnelle d'autonomie s'il s'agit de personnes d'un âge plus avancé, de façon à, ainsi, de façon mutualisée, s'offrir, si je puis dire, ou financer des services communs. Au total, je voudrais simplement, vous avez entendu ce matin Madame Darrieussecq, je voudrais simplement redire ce qu'elle disait au sujet de la conférence nationale du handicap qui s'est tenue la semaine dernière. Proposer d'autres parcours aux personnes en situation de handicap est un objectif primordial sur lequel nous travaillons de façon volontariste dans le cadre de cette CNH. Mon objectif, c'est de lutter contre les chemins de vie tout tracés qui s'imposeraient aux personnes handicapées. Il y a donc un enjeu à mettre à disposition des personnes concernées différentes possibilités, en particulier dans le choix de leur lieu de vie et des personnes avec lesquelles elles souhaitent vivre. L'habitat inclusif offre de telles solutions et c'est la raison pour laquelle nous entendons le développer. Je pense qu'il y a effectivement là une ouverture en ce moment à saisir quant au développement de l'habitat inclusif, notamment à travers ces colocations soutenues par l'aide à la vie partagée et par des mutualisations de PCH. Pour conclure, je dirais que la première condition, mais vous la vivez tous, c'est évidemment l'amour. Basé sur l'amour, le projet de vie au domicile, qu'il soit un domicile familial ou un domicile personnel, pour les personnes restant en état de conscience altéré, s'il est construit, structuré, charpenté, soutenu, accompagné, n'est pas une perspective totalement utopique, puisque c'est la question du jour. Ceci dit, ce que j'ai entendu ce matin nous faisait entendre effectivement combien ça reste une situation difficile et parfois même très douloureuse. Des personnes et des familles vivent cette situation depuis des années, mais on l'a entendu, avec des difficultés encore très grandes. Pour les proches aidants, on le sait, il s'agit d'une vie dédiée qui ne peut se passer de la reconnaissance et du soutien de la société, ni de relais momentanés. Et un jour, on en a parlé aussi, en abordant le thème du vieillissement des aidants, peut-être un jour créer un relais secondaire. Merci pour votre attention.